curcuma. Bonjour et bienvenue dans Bouge ton curcuma, un podcast qui vous donnera, je l'espère, l'envie de bouger, changer et reprendre votre santé en main. Je suis Cindy et chaque semaine, je vais aller à la rencontre de professionnels de la santé complémentaire, de personnes ayant entrepris des changements dans leur mode de vie ou de tous ceux qui œuvrent pour un mode de vie plus sain. Nous parlerons de résilience, de santé, de bien-être et de tout ce qui peut nous donner l'envie de bouger. Il n'y a pas de vérité absolue ou de chemin tout tracé. Chacun doit trouver et façonner son propre parcours pour répondre à ses besoins. Bouge ton curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Vitaliseur de Marian, un outil qui a complètement changé ma façon de cuisiner. Si vous voulez bénéficier davantage, je vous invite à me retrouver à la fin de l'épisode. Je suis en compagnie de Lily Barbery-Coulon. Vous la connaissez peut-être grâce à son blog Ma Récréation, aujourd'hui devenu Lily Barbery. Un endroit où fourmillent un millier de bons plans sur le bien-être, la nutrition, le yoga ou encore des adresses de restaurants et d'hôtels à travers le monde. Elle a travaillé plusieurs années dans le milieu de la cosmétique et s'est également intéressée de très près au parfum, qu'elle a appris à sentir et à décortiquer. Elle est également l'auteure du livre Pimp My Breakfast, un livre de recettes dédié au petit déjeuner. Elle va nous en dire plus tout de suite. Bonjour Lily. Salut. Alors, je précise que nous sommes dans un hôtel. Ouais, on a cherché désespérément, parce qu'il y a des travaux chez moi, on a cherché désespérément un lieu pour avoir le moins de bruit possible, mais on risque d'entendre des voix de touristes qui arrivent et qui repartent. On est dans le jus, quoi. Ouais, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Eh bien, écoute, j'ai été journaliste pendant un certain nombre d'années. J'ai travaillé pour Vogue, pour M, le magazine du Monde et pour d'autres publications en freelance. Et puis, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai décidé de monter ma société pour monétiser mon blog et pour développer l'activité qui était juste un loisir, en fait. Ce blog, je l'ai créé en 2010 et donc ça va faire 8 ans. Ça fait un peu plus de 8 ans, là, déjà. Et il me semblait important de lui accorder la place qu'il avait pris dans ma vie, en fait, parce qu'il était vraiment... Voilà, l'audience avait grandi, j'avais de plus en plus de plaisir à le faire et j'avais le sentiment que si je me lançais pas, je le ferais jamais. Donc j'ai démissionné d'un poste qui était super, avec une équipe vraiment géniale. M, le magazine du Monde, c'est un journal où j'ai été très heureuse de travailler, où j'ai appris beaucoup. Mais voilà, je me suis dit, allez, on se lance. Donc j'ai monté ma boîte, je suis passée du salariat, où j'étais salariée depuis 15 ans, à l'entrepreneuriat, parce que j'ai tout de suite monté une SARL, je ne suis pas passée par la case auto-entrepreneur. Et puis, écoute, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, et voilà. Qu'est-ce que t'as appris le monde de la cosmétique ? Écoute, moi, je suis tombée dans la beauté à la fois par hasard, et puis après, je crois qu'il n'y a jamais de hasard. Tu vois, l'univers de l'apparence devait m'attirer beaucoup, mais je pense qu'à travers la beauté, j'ai aussi été initiée à tout l'univers du bien-être, donc ça c'est ce qui m'a tenue. J'ai appris beaucoup de choses évidemment sur l'industrie cosmétique, puisque j'y ai travaillé pendant vraiment longtemps. Enfin, j'ai été experte en fait de cette industrie, et je l'ai observée, j'ai regardé comment elle fonctionnait. Aujourd'hui, elle m'intéresse un peu moins. Enfin, en tout cas, le soin de soi, je m'intéresse, mais il passe par plein de formes et pas forcément par des formes à la surface de l'épiderme. Il peut passer par plein de niveaux, y compris à l'intérieur ou sur un plan spirituel. Et le parfum particulièrement ? Oui, le parfum, écoute, j'ai, comme beaucoup de petites filles dans les années 80, j'ai collectionné des échantillons de parfums parce qu'à l'époque, on nous donnait assez facilement des petites mignonnettes dans les parfumeries. Donc, c'était un signe de l'époque, quoi. C'était pas... parce que j'avais une passion particulière pour le parfum, mais j'adorais les sentir. Et c'est bien plus tard, en devenant attachée de presse dans la boutique Colette, à la fin des années 90, que j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus, parce que j'ai dû défendre des marques qui étaient des marques de parfum et j'y connaissais rien. Donc j'ai passé du temps avec des parfumeurs.
Et puis, quand j'ai commencé à écrire pour Vogue, complètement par hasard, le premier article qu'on m'a donné à faire, c'était un article sur le parfum. Et très rapidement, je me suis rendu compte que je ne maîtrisais pas suffisamment en fait ce domaine pour pouvoir en parler. Donc, j'ai commencé à interroger les parfumeurs que je rencontrais à l'occasion de lancement presse. Et la chance m'a permis de faire une formation chez Givaudan, qui est une société de parfums qui fabrique des parfums pour des grandes marques. Et j'ai pu aller voir Jean Guichard, qui est un très grand parfumeur, qui est aujourd'hui à la retraite et qui dirigeait l'école de parfumeurs de Givaudan. Donc, j'ai pas suivi ça à temps plein. Ça a été une formation qui était vraiment aménagée spécialement pour moi. J'y allais à Argenteuil, juste à côté de l'usine de fabrication des parfums. Et ça a été vraiment fantastique pour moi, une très grande chance en fait. Et donc, tu as donné, après tout ça, un tournant à ton blog en début 2018, non ? Où tu lui as donné un tournant un peu plus bien-être, développement personnel ? Alors, non, ça ne correspond pas à début 2018. Ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai changé de vie professionnelle et où j'ai quitté la presse écrite pour vraiment me lancer dans cette aventure digitale, c'était vraiment à l'aube de mes 40 ans et j'avais une sensation d'urgence comme j'en ai jamais eu avant en fait, de réaliser des projets qui me tenaient à cœur et de pas passer à côté de ma vie en fait. J'avais l'impression que j'avais tout et pourtant je me sentais vide à l'intérieur et c'était vraiment une sensation qui devenait handicapante en fait au quotidien. Après les attentats, j'avais pris beaucoup de poids, je me sentais mal dans ma peau, je me sentais plus du tout en sécurité. En fait, ce que les attentats étaient venus révéler chez moi, c'était un manque de sécurité intérieure très profond et que des années d'analyse ou de thérapie diverses et variées n'avaient pas réussi à combler. Donc, j'ai cherché à comprendre comment je pourrais me sentir mieux. Et une de mes amies est tombée gravement malade à peu près à cette période-là. Et ça a agi comme un déclic en fait vraiment important pour moi parce que je me suis dit en fait cette fille est super jeune. C'était pas la première de mes amies à tomber malade. J'ai perdu l'une de mes meilleures amies d'un cancer du péritoine il y a quelques années. Donc j'ai perdu mon père d'un cancer du cerveau. Donc le rayonnement de la maladie, c'était quelque chose qui était familier pour moi. Mais là, pour la première fois, il y avait une identification qui était très forte parce qu'elle était très proche de moi en âge. Et je me suis dit que je pouvais pas continuer à me plaindre en fait. La plainte, c'était quelque chose, était un mode opérationnel que j'avais utilisé pendant des années où je me plaignais de trop travailler, de pas m'intéresser suffisamment aux choses que je faisais. Je me plaignais de trop travailler, mais en même temps, j'étais hyper fière de travailler tout le temps. Il y avait plein de paradoxes comme ça. Je me plaignais d'être ronde, mais en même temps, je mangeais comme 12. Tu vois, il y avait plein de contradictions permanentes. Et d'un seul coup, le fait qu'elle m'annonce sa maladie et qu'on soit vraiment inquiet pour elle, je me suis dit, mais mon corps va super bien, en fait, le mien, même s'il est en surpoids, parce qu'à l'époque, c'était le cas, même si je le traite mal, pour l'instant, il va bien, il n'est pas malade, et je le traite tellement mal, je ne suis pas en train d'honorer, en fait, cette santé, c'est pas possible, quoi. Je l'ai vu changer complètement d'hygiène de vie. Ça m'a secouée en fait vraiment de manière forte et je me suis dit mais moi il faut bien que je fasse des efforts, enfin il y a bien quelque chose à faire pour honorer ma bonne santé en fait, célébrer ce corps qui marche, qui vit, qui n'a pas à aller à l'hôpital. Je suis allée la chercher une fois à Curie à la sortie d'une séance de radiothérapie. J'ai croisé tous ces jeunes gens malades parce qu'il y avait des enfants, des femmes, des personnes âgées, enfin voilà, et je me suis dit mais arrête de te plaindre, quoi, ça va. Voilà, ça m'a vraiment donné de l'élan. Donc en 2016, j'ai entamé 2 choses. D'abord, j'ai repris mon équilibre alimentaire en main parce que c'était vraiment du grand n'importe quoi. Ça n'a pas été simple. Et puis, j'ai une amie qui m'a convaincue d'aller tester son cours de yoga. J'étais pas très yoga. J'en avais testé des séances différentes un peu partout et j'avais pas été... J'ai eu 2-3 fois des bonnes expériences, mais les profs, j'avais pas réussi à me caler sur leur créneau. Enfin, tu vois, il y avait plein de choses qui faisaient que ça n'avait pas été possible. Et là, elle me dit « Ah, je fais un yoga qui est super, ça devrait te plaire, on chante. » J'ai éclaté de rire, j'ai fait « Non, je crois pas que je vais venir, non. » Mais si, tu sais, on chante des mantras. Non, je crois vraiment pas que je vais venir.
Et je me suis dit, non, mais moi, c'est pas du tout mon truc, tu vois. Et puis finalement, par politesse et aussi parce que je l'aime beaucoup, j'y suis allée. Et je dirais que c'est là que le blog a pris un tournant complètement différent. D'abord, le blog, il a pris un tournant différent le jour où j'ai dit que j'allais pas bien. Et que j'ai fait cet aveu de vulnérabilité, que j'ai commencé à dire, en fait, je vous vends toute la journée que je vais bien, que c'est super cool, que ma vie, elle est géniale, mais en fait, ça va pas. T'as écrit un article ? J'ai écrit un article qui s'appelait « Comment je me suis disputée avec mon corps » et qui a vraiment changé beaucoup de choses, en fait, dans mon rapport avec ma communauté, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui me suivaient, parce qu'elles me trouvaient sympathique, mais qui, à la fois, se disaient... en même temps... c'est tellement simple pour elle, c'est tellement facile. Pourquoi pour moi c'est si difficile ? Donc ça a permis de faire résonner en fait quelque chose qui était universel et qui est que l'inauthenticité, elle s'entend de partout en fait. Quand on n'est pas juste, quand on n'est pas vrai, quand on dit pas la vérité, et des fois on s'en rend même pas compte parce que j'étais pas consciente moi de tout ça. Il y a une antenne chez nous qui le perçoit et qui se dit « Ah, ça sonne faux, j'ai mon oreille interne là qui... » Mais moi, j'étais pas consciente de ça, tu vois, j'avançais. Et c'est juste, je me disais que il fallait pas que je me plaigne trop parce que j'avais tellement de chance. Je faisais des trucs incroyables, donc je montrais que la face souriante. Et le fait d'avoir fait ce papier... Enfin, je dis ce papier parce que je viens du journalisme, donc c'est des mots qui sont de mon jargon d'avant. Quand j'ai écrit cet article et que je l'ai publié, il y a vraiment eu un avant et un après. Mais en plus, il n'y avait pas de happy ending à la fin. Parce qu'il n'y avait pas... Alors, j'avais un problème, mais maintenant, je l'ai résolu. C'était, j'ai un problème et j'ai pas de solution. C'est une mise à nu, en fait. Ouais, j'ai pas de solution, je vais pas bien. Et des solutions, j'en ai testé plein. Et me dites pas, il faudrait que tu testes ci ou il faudrait que tu testes ça, parce qu'en fait, j'ai testé plein de choses et je suis toujours revenue à un poids qui me convient pas. Donc, comment faire ? Franchement, je suis désespérée. Je sais pas. Dites-moi, vous, les minces qui vous questionnez jamais sur votre poids, comment vous faites ? Et il y en avait plein qui me disaient « Ah, moi, tu sais, c'est la pleine conscience. Moi, c'est le yoga. Moi, c'est de m'écouter. » Je disais « Ah ouais, j'essaye. » Mais tu vois, il y avait vraiment de la résistance. Chez moi, je me disais « C'est trop difficile. Moi, j'y arrive pas. » Donc, le blog, il a pris une autre tournure à partir du moment où moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à aller mieux. Et tu vois, tu tires un fil et puis une chose t'en amène une autre. Et ce premier cours de yoga Kundalini que j'ai fait, c'est marrant parce que j'étais samedi soir, en fait, je suis retournée dans cette salle où je vais quand même assez régulièrement. Et je me suis souvenue, en fait, de tout ce que j'avais ressenti la toute première fois. Parce que c'était vraiment... Moi, j'attendais rien. Contrairement à aujourd'hui où on en parle beaucoup, donc je pense que les attentes sont plus élevées pour ceux qui commencent à se mettre au yoga parce qu'ils se disent attends, moi je veux me sentir comme elle, tu vois, un peu comme quand Harry rencontre Sally, qu'elle fait semblant d'avoir un orgasme à table et puis que t'as la dame juste à côté qui dit vous me servirez la même chose. Donc moi j'attendais rien du tout, j'y allais même en freinant, tu vois, donc du coup j'ai été c'est venu me toucher au cœur tout de suite et j'ai eu beaucoup de chance. Il y avait cette zone là qui devait être quand même assez ouverte chez moi. Pour d'autres, ça fait pas ça. Et pour d'autres, c'est même... c'est pas ce yoga. Enfin, tu vois, c'est pas forcément ce yoga. Moi, j'ai eu aussi un peu cette approche du yoga que j'ai découvert sur le tas. J'avais beaucoup d'a priori. Et j'aimerais savoir comment toi, tu t'es vraiment lancée. Tu t'es dit, j'ai eu le déclic, là, je vais me mettre à faire une formation, puisque c'est ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, alors... ça s'est passé par étapes, en fait, c'est pas du jour au lendemain. Ce premier cours, il m'a beaucoup intriguée et comme je suis de nature curieuse et que j'étais encore journaliste au moment où j'ai découvert ce yoga, même si j'avais quitté le M, je continuais à écrire, tu vois, en freelance à cette époque-là. Et donc, j'avais toute ma façon de travailler qui était en place, à savoir, je veux comprendre comment ça fonctionne, je suis face à quelque chose que je connais pas. Et j'ai eu besoin de m'intéresser même aux neurosciences, mais qu'est-ce qui se passe, de comprendre sur le plan anatomique, en fait, qu'est-ce que c'était venu chercher. Donc j'ai compris que c'était un yoga glandulaire, en fait. On actionne vraiment, on met de la pression sur les glandes, sur la glande pituitaire, la glande thyroïdienne, sur les surrénales, au niveau des reins. Et tout ça fait que tu as un déclenchement hormonal, en fait, dans le corps, avec
une sensation euphorisante en fait, mais qui est vraiment liée en fait à la pression qu'on met sur ces zones. Et après, tu as évidemment la pratique, le fait de faire marcher. On fonctionne beaucoup avec du cardiovasculaire en fait dans le yoga Kundalini. Donc moi, ça, je le connaissais par les articles que j'avais pu écrire sur le sport, tu vois, où tu vas faire aussi beaucoup de ce qu'on appelle, tu vois, en footing, tu peux faire de l'interval training, c'est-à-dire que tu fais monter le cœur très très haut sur une courte période, ensuite tu fais une pause et tu reprends. En fait, ça, les yogis, il y a plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, ils avaient déjà compris tout ça sans l'avoir rationalisé. C'était juste de manière empirique. Ils avaient déjà compris que tu peux faire marcher le cœur beaucoup plus vite en faisant des postures avec beaucoup d'endurance. Hop, tu t'arrêtes, courte pause d'intégration et hop, tu reprends. Et en fait, le cœur est très sollicité comme ça. C'est du fractionné un peu. C'est du fractionné, c'est exactement ça. Donc, en fait, tout ça, moi, j'avais besoin de le comprendre parce que j'étais encore vraiment dans le mental, en fait, à cette époque-là. Et je voulais savoir d'où venait cette sensation euphorisante que j'avais ressentie parce que je me disais, je me drogue pas, je me suis vraiment sentie super bien. Ça a duré quand même 48 heures, tu vois, après, où je me suis sentie, pour la première fois depuis très longtemps, en sécurité, mais profonde, là, tu vois. Un truc de, en fait, il peut rien m'arriver. Moi, je suffis. Moi, toute seule, là, j'ai besoin de personne. Je me sentais invincible, en fait, en sortant de ça. J'avais l'impression d'avoir un bouclier lumineux autour de moi. Donc, tu vois, et franchement, je traînais pas mes guêtres ni dans les églises ni ailleurs. J'étais très fière de dire que je croyais en rien du tout. Face aux astrologues, j'éclatais de rire en me disant mais n'importe quoi. Et tu vois, j'avais vraiment les boutiques ésotériques où on faisait brûler de l'encens pour communiquer avec les dieux. J'avais beau avoir écrit beaucoup de sujets sur le parfum et les parfums sacrés. Tout ça ne me parlait absolument pas. Pour moi, c'était, on vit, on meurt, on devient de la poussière et c'est tout, il n'y a rien après, tu vois. J'étais vraiment et très fière d'avoir finalement une façon de... Je me disais, moi, je suis plus intelligente que les autres, tu vois, de penser ça. Je crois en rien, je crois pas dans le Père Noël. Tu vois, c'était une forme de maturité de ma part. Pourtant, il y avait quand même eu plein de phénomènes dans ma vie, de choses qui étaient inexplicables et qui restaient inexpliquées. Mais je les avais un peu mises de côté, tu vois. Bon. En tout cas, ce yoga, j'ai eu besoin d'abord de le comprendre de manière rationnelle. Et du coup... j'ai commencé à y aller 2 fois par semaine, puis 3 fois, mais très rapidement, j'y suis allée à 3-4 fois par semaine, au bout de 2-3 mois, alors que je n'ai jamais été sportive, que j'ai toujours détesté l'activité physique. Et là, je courais à mon cours. Enfin, tu vois, j'y allais avec de la joie, en me disant « vite, vite, vite ». Je me suis mise à déplacer tous mes déjeuners pour pouvoir y aller. J'étais devenue complètement addict à la sensation que j'avais et je voyais surtout les effets que ça avait sur moi, pas simplement en sortant du cours, mais sur le changement de mon mode de pensée. D'un seul coup, je prenais plus mes décisions comme avant, tu vois, je réfléchissais en me disant attends, je vais me mettre dans ma conscience, je vais me mettre dans mon alignement et je vais essayer de méditer avant de prendre cette décision pour savoir si c'est mon intuition ou mon mental à un niveau inférieur qui est en train de décider, tu vois. Donc j'ai vu qu'il y avait plein de différents niveaux de conscience et que je pouvais aller chercher à un niveau très profond des certitudes, des connaissances qui avaient toujours été là, tu vois, comme si tu avais une sagesse profonde en fait que tu n'avais pas connectée avant mais à laquelle tu pouvais t'attacher. Donc j'ai beaucoup pratiqué, j'ai fait des retraites à droite à gauche. J'en ai fait une au Maroc qui a beaucoup compté pour moi avec ma prof Caroline Bénézé en novembre 2017. Et à cette occasion... à Essaouira, en fait à Sidi Kaouki, qui est un tout petit bled de surfeurs à côté d'Essaouira, qui est un endroit absolument magique où la terre est vibrante, on est face à l'océan Atlantique, il y a beaucoup de vent, on se sent nettoyé déjà juste en étant là-bas.
Et en fait, on s'est levé tous les matins pour faire une sadhana, donc une pratique du matin, où on chantait, donc on pratiquait du yoga pendant 1 heure, et ensuite on avait une pratique de chant, de méditation transcendantale pendant 1h30. Et c'est long, 1h30. Et en fait, il s'est passé des trucs incroyables en fait, à faire ça tous les jours à l'aube. Et elle nous a beaucoup fait écouter une version de sadhana, en fait, avec des chants qui avaient été enregistrés dans les Alpes. Et je l'ai questionnée en fait, sur ces versions parce que musicales, elles me touchaient. J'avais l'impression que je connaissais ces voix, que je me sentais bien en fait, à chaque fois que je les entendais. Et je lui ai dit, mais ça vient d'où ? Elle me dit, ah, mais ça, c'est la personne qui m'a formée, qui a enregistré ces versions il y a très longtemps. Et du coup, quand j'ai su qu'il venait à Paris, j'ai pris un cours en fait, pour voir qui il était. Et j'ai adoré. Mais vraiment adoré. J'avais l'impression d'avoir trouvé un maître spirituel qui me correspondait complètement. Je le trouvais hyper moderne, je le trouvais drôle. J'avais besoin en fait de cette liberté. Moi, je trouvais que le Kundalini, il y avait quand même un côté assez sectaire, tu vois, folklorique, dans le côté tout le monde en blanc, en turban. Ça me faisait pas trop envie, en fait. Et puis moi, j'aime bien la liberté. Donc, j'aime bien la liberté de pouvoir faire ce que je veux, m'habiller comme je veux. Donc, bon. Et à New York, j'avais eu des expériences en février 2017. Tu vois, on m'avait par exemple obligé à acheter pour pouvoir assister à une méditation, on m'avait obligé à acheter un bandana blanc pour pouvoir entrer dans un cours. Et c'était pas du tout justifié. Elle m'avait dit, voilà, bon, c'était rien le prix, hein. Mais je me disais, c'est quoi ce délire en fait, pour moi, tu t'accueilles des élèves, c'est pas dans le cadre, tu vois, c'était pas dans le cadre d'une formation, on s'inscrivait sur Internet et on nous a dit oui, ça va être tellement puissant qu'il faut se couvrir la tête parce que tu as des méridiens en fait au niveau de la fontanelle qui correspondent au 7e chakra et que quand tu serres en fait cette partie-là, effectivement, tu pratiques pas exactement de la même manière, on sent qu'il se passe des choses. Enfin, on sent si on a déjà un niveau qui te permette de le sentir. Et il y a un effet cloche, en fait. Ça permet de garder l'énergie à l'intérieur. D'accord, ça je savais pas. Voilà, donc c'est pas un truc du tout qui est... tu vois, par exemple, ça n'a rien à voir avec le port de la kippa, où tu te rappelles que Dieu est au-dessus de toi, ou bien le port du voile musulman. C'est pas du tout lié à ça. C'est plutôt comme les sikhs, tu vois, de vraiment s'enturbaner la tête... parce que mais bon, c'est culturel aussi, tu vois, moi c'est pas dans ma culture, donc oui. Bon, je l'ai fait parce que je suis bien élevée et que quand on me demande de faire un truc, tu vois, je le fais, mais je m'étais pas sentie très à l'aise avec ça. Et là, j'ai bien aimé la liberté de se mettre là dans sa façon de s'adresser à nous. Même si lui portait un turban, tu vois, il était très non, mais vous devez pas vous sentir obligé de faire quoi que ce soit en fait. Quand j'ai su qu'il formait, je me suis inscrite parce que je me suis dit que je voulais être autonome, tu vois, pour pouvoir pratiquer seule, parce que je pratiquais beaucoup en cours, mais j'avais du mal à me discipliner le matin chez moi toute seule, et je voulais aussi avoir plus d'outils à mon service, tu vois, me dire tiens, je suis malade, je peux utiliser tel pranayama, j'ai une petite baisse de morale, je peux utiliser telle méditation. J'avais besoin d'avoir plus d'outils en fait, et je suis allée dans cette formation pour ça. Bon, là, je l'ai terminée. En fait, j'ai terminé le level 1 qui m'autorise à enseigner. Et puis, j'ai pas arrêté de dire ces 6 derniers mois, non, mais moi, je veux pas enseigner. Puis finalement, tu vois, j'enseigne. Est-ce que cette formation elle a changé ton rapport à la santé ? Cette formation m'a totalement transformée. Je pensais, en l'entamant, que j'avais déjà entamé une longue métamorphose. Mais là... Non, ça m'émeut vachement en fait d'en parler parce que je sais que c'est en cours et je sais que dans 2 semaines on pourra en reparler. Il y a encore des choses qui vont bouger. C'est-à-dire que c'est un mouvement de plaques tectoniques, tu vois, à l'intérieur de moi. Oui, ça a totalement changé. En fait, ce qui m'est apparu évident dès la première semaine de formation, c'est comment est-ce que moi je vais faire à mon niveau pour respecter le vivant, tout le vivant. D'abord à l'intérieur de mon corps,
chacune de mes cellules, est-ce que je peux être dans le respect de mes cellules vivantes à l'intérieur de moi? Et est-ce que je peux être dans le respect des cellules vivantes de mon entourage, des gens que j'aime et de tous les êtres humains et de la nature qui constitue le vivant dont on se nourrit, dont on dépend totalement, pleinement. Donc, y a des choses qui ont disparu tout de suite, quoi. Par exemple, avant de commencer cette formation, je buvais quand même très souvent du Coca Zéro. Je me disais, ça va, j'habite en ville, c'est pollué. Puis bon, faut bien qu'on ait, tu vois, une partie un peu ténébreuse en nous. Donc, là, il y a eu un moment où je me suis dit, attends, mais quel monde tu veux, quoi? Tu veux quoi comme monde pour demain? Qu'est-ce que tu as envie de financer comme monde? Est-ce que c'est vraiment nécessaire, en fait, de boire ça? Est-ce que tu peux vraiment pas t'en passer? Et donc, j'ai essayé, tu vois, c'est juste, je me suis dit, j'arrête ça. J'ai arrêté la viande. Moi, j'aime bien la viande, le goût de la viande, en tout cas. J'ai toujours aimé ça. Je fais pas partie des gens qui pouvaient dire, ah non, mais moi, je déteste ça. C'est pas vrai. Oui, c'est plus simple comme ça. Mais je trouvais pas des réponses qui soient suffisantes aux questionnements que j'avais par rapport à l'achat de viande. C'est-à-dire que on avait beau me dire ouais, mais tu sais, tu peux trouver des producteurs qui font de la viande consciente, des éleveurs, et je suis sûre que ça existe. Mais en vérité, moi, j'allais souvent chez le boucher en bas de chez moi, ou pire encore, tu vois, au supermarché. Et on en achetait de moins en moins. Effectivement, on en achetait très rarement. Je mangeais plus de viande rouge depuis longtemps. Bon, ok, mais je mangeais quand même très souvent du jambon, je mangeais très souvent du poulet, en me disant, bon, c'est pas grave, quoi, tu vois, j'ai acheté du poulet bio, ça va. Et en fait, aujourd'hui, et je fais pas de prosélytisme par rapport à ça, j'ai pas la réponse, tu vois. En plus, on peut pas changer les comportements des autres, on peut que incarner le changement qu'on a envie de voir émerger autour de soi. Mais moi, je me questionne vraiment sur l'élevage intensif. Je me questionne sur la manière dont ces animaux sont traités, la manière dont ils sont tués. J'ai encore vu des reportages il y a peu de temps sur les abattoirs de viande bio, pour le coup, qui étaient absolument monstrueux. Et moi, je me sens pas supérieure, en fait, dans toute cette chaîne pour pouvoir dire non, mais c'est normal. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, évidemment, tu vois, je pouvais comprendre que on est à tuer un animal parce qu'on avait faim et que. Mais aujourd'hui, en fait, on a tellement d'autres moyens de s'alimenter que j'ai plus de mal à comprendre qu'on mange constamment de la viande. Oui, il y a beaucoup d'alternatives. Il y a beaucoup d'alternatives, et puis après, sur le plan de la santé, on sait qu'on peut faire en fait autrement. Après, mon mari et ma fille continuent à manger de la viande. Je la cuisine pas, parce que j'ai plus envie, mais je ne les juge à aucun moment. J'essaie juste de leur faire découvrir aussi qu'on peut manger végétarien et être heureux de manger végétarien, et que c'est pas triste et que c'est joyeux. Mmh. Une fois qu'on commence, en fait, on a du mal on sait pas où on va s'arrêter. Oui, tu te dis, alors je vais diminuer, et puis... c'est exactement ça. C'est que en fait, je pense qu'on est nombreux quand même aujourd'hui, et de plus en plus, et ça va être le cas de plus en plus, à se poser des questions sur comment est-ce qu'on peut vivre mieux tous ensemble, et comment est-ce qu'on peut sauver ce qui reste à sauver de cette planète. En fait, la planète, elle va continuer à exister, ça, il n'y a pas de problème. Je crois que les gens n'ont pas encore compris que c'est pas sauver le climat ou sauver la nature. La nature, si elle décide de recouvrir la Terre entière d'un océan, elle le fera. Est-ce qu'on veut sauver, nous, la race humaine? C'est nous qui sommes en danger, en fait. Là, pour l'instant, c'est les animaux qui sont en danger, mais demain, ce sera nous. L'univers va continuer à tourner. Donc, est-ce que nous, on a envie de protéger, de préserver ce qui existe encore, ce qui est sublime et ce qui émeut tout le monde? C'est-à-dire qu'il n'y a personne sur cette planète qui peut rester insensible à la beauté de la nature. On peut mettre les gens qui se détestent le plus au monde. Et là,
tu vois, tu m'interroges aujourd'hui, on vient d'avoir un week-end avec des épisodes de haine, de déferlement de haine sur les réseaux sociaux, autour des enjeux sur l'essence et le carburant, avec une colère qui est vive, qu'on sent, qui est là. Et voilà, une parole xénophobe, raciste, homophobe qui a émergé, moi qui me heurte profondément en tant qu'être humain. On prendrait n'importe quelle de ces personnes, tu vois, qui sont dans une colère qui est toujours légitime, parce que c'est toujours, quand on se sent en colère, on n'a pas à juger celui qui est en colère. Mais on se prendrait tous là pour aller dans une forêt, respirer auprès des arbres, en haut d'une montagne, regarder à quel point c'est plus grand que nous. On redescendrait vraiment d'un niveau, quoi. Parce que ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et je pense qu'on en fait tous l'expérience à un moment ou un autre. Mais dans les villes, c'est plus compliqué parce qu'on est éloigné de ça. Et du coup, on oublie que c'est ça qui compte véritablement, quoi. Bien sûr, oui. Ce serait quoi ta définition de la santé ? C'est une question difficile parce que, en fait, c'est en construction permanente. Pour moi, il n'y a pas une ligne d'arrivée en fait au niveau de la santé et il n'y a jamais rien d'acquis. Donc pour moi, la santé, c'est quelque chose qu'on construit chaque jour et ça doit pas être dans un rapport de culpabilité pour moi, tu vois, mais vraiment de construire dans la joie. Parce que plus on est dans cette joie, plus c'est simple et plus on y arrive, quoi. Mais bon, on se parle et on fait de notre mieux, mais il n'y a jamais de garantie que ce qu'on fait, ça va fonctionner ou pas, parce qu'il y a tellement de niveaux pour construire sa santé. Il y a ce qu'on mange, bien sûr, il y a l'activité physique, il y a la manière dont on respire. Je pense que ça, c'est vraiment une clé essentielle, quelle que soit la méthode qu'on a choisie, que ce soit le yoga, la méditation, la sophrologie, mais respirer, c'est vraiment pour moi une clé hyper importante, quoi. Mais il y a aussi des niveaux plus subtils, tout le nettoyage qu'on a à faire profond de toutes nos croyances, de je suis pas capable de faire ça parce on m'a appris que j'étais pas capable de faire ce truc-là, alors qu'en fait c'est une croyance qui appartient à mes ancêtres ou à la collectivité. Donc ça, c'est des nettoyages qui sont importants. Le rapport au travail aussi, qu'il faut totalement métamorphoser parce que la société continue à faire la promotion de la performance continue, du travail à outrance, et fait croire que ce serait le seul moyen de réussir sa vie. Or, on voit bien au nombre de burn-out et de cancers qui arrivent dans des situations professionnelles où les gens étaient complètement acculés par la tâche, que ça ne fonctionne pas. Donc, travailler moins, ça va vouloir dire gagner moins. Donc, ça va vouloir dire qu'on va devoir remettre en question tout notre système, en fait. Notre système de pensée. Et peut-être que finalement, celui qui fait moins, mais qui a le temps d'aller respirer auprès d'un arbre, peut-être que c'est lui, ou peut-être que, je sais pas moi, la personne qui gagne peu mais qui cueille toute la journée des herbes qui vont permettre de fabriquer des produits conscients et vertueux et qui va les vendre à un prix conscient aussi, et il n'est pas forcément dans une volonté d'avoir une maison avec une piscine. Mais peut-être que lui, il est en bonne santé et beaucoup plus heureux. Donc, en fait, ça remet en question tellement de choses de vouloir être en bonne santé que pour moi, c'est difficile de répondre simplement à cette question. Ça joue sur plusieurs plans. Ouais. Je suis complètement d'accord. Et donc, la maladie, ça arrive comment, selon toi ? Encore une fois, c'est difficile parce que tous ceux qui sont malades ont horreur d'entendre des gens qui ne le sont pas leur expliquer pourquoi ils sont tombés malades. C'est d'une violence inouïe, en fait, pour eux, de se dire attends, t'es gentil, mais tu sais pas. Et moi, je l'ai vécu autour de moi. Je me souviens très bien avec mon amie Martine, qui me manque tellement et qui est morte il y a quelques années, avant de retomber malade, puisqu'elle avait eu un premier cancer et puis elle en a eu un second qui a été beaucoup plus méchant cette fois et qui lui a pas laissé de répit. Entre les deux, elle avait tout le temps peur de retomber malade. C'était vraiment permanent, très fort chez elle. Et elle se nourrissait n'importe comment. Et elle fumait, 2 paquets par jour. Elle arrêtait pas de cloper, etc. Et elle me disait, j'ai cette angoisse tout le temps. Et moi, je n'étais pas du tout dans le yoga et pas du tout dans le développement personnel. Mais il me semblait, et je lui avais dit un jour,
Mais j'ai l'impression qu'en même temps, tu fais tout pour que ça arrive à nouveau parce que tu fumes tout le temps, tu manges tout le temps du sucre. Elle était très très maigre, mais elle bouffait du sucre à tire-larigot, un peu comme elle disait, moi je mange comme un enfant de 8 ans qui aurait les moyens de s'acheter ce qu'il veut. Et, Donc des bonbons. Elle était très spirituelle, c'était une femme extraordinaire. Elle avait été super blessée le jour où je lui avais dit ça. Elle m'avait pas parlé pendant quelques semaines parce que c'était très maladroit de ma part et c'était un jugement en fait. Et moi, j'avais pas à la juger aujourd'hui. Tu vois, je me comporterais pas du tout comme ça avec quelqu'un dans mon entourage ou pas d'ailleurs de malade. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Et personne n'a à juger ce que chacun fait. Tu vois, Bien sûr, ouais. À chaque fois qu'on juge l'autre, on est en train de se juger soi-même. Donc bon, pourquoi on tombe malade, j'en sais rien. Je crois beaucoup à la loi de l'attraction, mais dans la loi de l'attraction, ce qui veut dire qu'on attire à nous les situations qui nous arrivent, il n'y a pas de notion de mérite ou de morale. On n'est pas du tout sur ce plan-là. Sur un plan spirituel, on est plutôt dans une notion d'énergie, ok ? Un peu comme un aimant, en fait. Qu'est-ce que tu magnétises ? Qu'est-ce que tu attires à toi ? Et moi, je crois très fort à ça, dans les situations les pires comme les meilleures. Mais c'est très dérangeant d'entendre ça quand il nous arrive que des merdes, parce qu'on se dit c'est pas juste. Et du coup, quand on parle de justice, on revient à une notion de morale et de mérite. Évidemment que personne ne mérite d'être malade. Évidemment que personne ne mérite d'avoir un accident de voiture ou une situation dramatique dans sa vie ou d'être victime voilà, de quelque chose de grave. Et ça n'a rien à voir avec la manière dont on est habillé ou dont on se comporte dans la vie. Je dis juste que moi, j'ai tendance à croire à cette histoire d'énergie et de loi de l'attraction et qu'on voit bien que quand on se rend responsable d'un seul coup de choses qui nous sont arrivées, eh bien, on peut reprendre en main, en fait, complètement, en sortant du statut de victime. Et moi, j'ai été victime de violences. J'ai vécu des choses très difficiles, mais en d'un seul coup, en se disant peut-être que j'avais, en fait, attiré ce truc-là à moi pour pouvoir passer à un autre stade dans ma vie, pour pouvoir grandir, pour pouvoir me guérir d'une blessure beaucoup plus profonde, eh ben, ça m'a rendue beaucoup plus libre, en fait. Libre d'agir, libre de se dire je fais des choix qui honorent ma santé, je fais des choix qui honorent ma conscience supérieure ou pas. Et je peux aussi faire des choix qui n'honorent pas ma conscience supérieure. On n'est pas tout le temps en fait spirituel. Si on était tout le temps spirituel, on serait des anges. C'est pas le cas. On est des humains, donc on a une part d'ombre. Et il y a des moments où on merde, on fait des erreurs, on n'a pas envie, de se lever tôt pour aller faire du yoga ou je ne sais trop quoi. C'est pas grave, c'est ok. On accueille ce qui est. On peut pas aller bien tout le temps. Ça aussi, tu vois, moi je me bats beaucoup contre cette idée. La quête du bonheur. Oui, c'est-à-dire que le bonheur, ça n'est pas enfin, si tu veux, la joie, ça n'est pas l'opposé du malheur. C'est quelque chose de différent. Quand je parle de joie permanente, c'est d'aller chercher les petites joies. C'est pas le grand bonheur qu'on nous vend avec tu serais connu, tu aurais plein d'argent et puis plein de gens qui t'aiment autour de toi. Tu vois, moi, je parle des toutes petites joies, des toutes petites étincelles qu'on peut voir si on sait les reconnaître, ces signes-là, dans la journée. Mais quand on sait, et c'est dans le cœur que ça se passe, les reconnaître, on n'est plus en fait dans cette attente d'un grand bonheur. Et on accueille beaucoup mieux les situations de chagrin parce que la vie, elle est difficile pour tout le monde. Enfin, en tout cas, elle nous fait traverser des épreuves. Et elles sont, tout le monde en connaît. Que ce soit quelqu'un qui tombe malade autour de nous, que ce soit la perte d'un emploi, le deuil, la disparition d'un être cher, de toute façon, ça, c'est difficile. Donc, on va pas faire « Ah ouais, non, mais moi, tout va bien », même quand ça va pas. L'idée, c'est d'accueillir ce qui est, juste ce qui est. Tu prêches une convaincue, puisque c'est un peu c'est ce que je dis à chaque fois, en fait, responsabiliser les gens sur leur santé. C'est aussi les libérer, forcément. Oui, après... Ce n'est pas que culpabilisant, en tout cas. Non, c'est pas culpabilisant. Enfin, pour moi, ça l'est pas. Mais si on a cette lecture, en fait, si on entend... Ah bah, elle est en train de dire que j'ai tout fait pour tomber malade. Forcément, ça met beaucoup de colère. Oui. Ça fait monter beaucoup de colère. Et puis, on voit bien, y a des gens qui revivent très souvent la même situation en boucle
avec des personnages différents, mais tu vois, qui vont se retrouver dans une situation... je sais pas, par exemple, j'en prends une qui a rien à voir avec moi, mais où tu te ferais tout le temps licencier dans ton boulot. Tu t'es fait licencier une fois, puis tu te fais licencier une deuxième fois, puis la troisième fois, c'est un autre truc un peu différent, mais finalement, tu te fais jarter encore de ton taf. Voilà. Moi, par exemple, j'ai beaucoup démissionné dans ma vie. Je suis beaucoup partie. Et puis, j'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire pour moi, en fait, de répéter à chaque fois ce « j'en peux plus, je me casse ». Mais qu'est-ce que j'allais chercher, tu vois ? De quel genre d'oxygène j'avais besoin ? Et qu'est-ce que j'ai pas écouté pour me remettre dans une situation où j'ai eu à nouveau envie de démissionner après ? Ça me passionne, en fait. Les schémas qu'on répète, la psychanalyse s'y intéresse beaucoup. Moi, je m'y intéresse aujourd'hui. Je m'y suis beaucoup intéressée sur le plan psychanalytique en ayant fait une psychanalyse très jeune dans ma vie. Mais aujourd'hui, qui ne m'a pas permis d'avancer aussi loin que ce que j'aurais aimé. Aujourd'hui, sur un plan spirituel, ça m'intéresse encore plus. C'est de repérer ces patterns, comme on dit en anglais, ces situations qu'on répète parfois malgré nous. Et une fois qu'on est conscient, en fait, qu'on a mis le doigt sur un « Ah, d'accord, ok. Ça y est, je recommence. J'ai compris ». Moi, je préfère parler de karma. Et là, on est dans une dimension beaucoup plus vaste, hein, mais que je trouve passionnante parce qu'on peut nettoyer ce qu'on porte nous, mais ce qu'on porte collectivement aussi. Tu as une fille qui a 11 ou 12 ans, non ? Elle a 11 ans, oui. 11 ans. Comment tu lui parles de santé à ta fille ? Je crois qu'on parle plus de respect de la nature plutôt que de santé, mais quand même, Écoute, c'est surtout autour de l'alimentation, en fait, que ça se manifeste, mais en fait, pas tout à fait. Là, par exemple, elle était malade et j'ai tellement changé. Tu vois, avant, quand elle était petite et qu'elle était malade, pour moi, le réflexe, c'était pédiatre, antibiotiques. Tu vois, s'il n'y avait pas de médicaments à la clé, je me disais, ah bah super, du coup, on va devoir revenir dans 4 jours, ce sera encore pire. Et tu vois, je vois que les médecins, ils changent aussi parce que là, elle était malade. Bon, quand même, pour vérifier qu'il n'y avait pas un truc... moi, je ne fonctionne pas sans médecine allopathique, tu vois. J'y fais appel si j'en ai besoin. Donc là, elle toussait beaucoup. Et on est tombé sur un médecin, SOS médecin, un médecin urgentiste, tu vois, qui est arrivé, qui dit, donc elle a une rhinopharyngite, y a rien à faire. Hein, donc, elle va tousser pendant 15 jours. Ça va peut-être se transformer en bronchite, faudra pas s'inquiéter. Grosso modo, pendant 15 jours, elle va beaucoup tousser. Lui donnez pas de sirop parce que ça va faire descendre le truc dans les bronches encore plus rapidement. Nettoyez-lui le nez. Puis voilà, du repos. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, salut. Et j'étais hyper étonnée parce que tu vois, c'est assez nouveau, je trouve, comme discours. Ouais. C'était un jeune médecin. Après, quand je lui ai parlé des compléments alimentaires ou du support, du soutien naturopathique, tu vois, là, il était un peu plus largué. Mais du coup, là, moi, j'ai fait... tu vois, comme ça, la naturopathie m'intéresse vraiment. Tout ça, elle le connaît par moi, tu vois, mais tu vois, il sait pas ce que c'est que l'intérêt de la gelée royale ou de la propolis ou des catalions de cuivre argent ou de l'infusion de thym, tout ça, c'est pas forcément son truc, ou de la manière dont tu vas te masser avec des huiles essentielles, le plexus solaire pour libérer. Moi, tout ça, c'est de la culture, tu vois, de la connaissance que j'acquiers au fur et à mesure, de manière très... pas du tout scolaire, tu vois, j'adorerais faire une formation en naturopathie. Je le ferai un jour quand j'aurai le temps. Voilà, du coup, Jeanne, ce qu'elle voit, c'est que, on a quand même... On fait appel à ce qu'elle connaît ou ce qu'elle a entendu dire qui était vraiment sérieux. Mais à côté de ça, on a plein d'autres méthodes qui fonctionnent. Et là, tu vois, en fait, ça n'aura pas pris 15 jours, ça a pris 5 jours parce que j'ai fait toutes mes petites méthodes et tous mes petits trucs de magicienne. Et au bout de 5 jours, c'était réglé. Ouais. Donc, ce que moi, j'essaye de faire avec elle, c'est de lui donner confiance déjà dans sa santé et confiance dans sa propre capacité à s'auto-guérir. Et à laisser aussi... Pour moi, la maladie, tu vois, on essaie toujours de la combattre. On emploie toujours un vocabulaire de guerre. Moi, je préfère le vocabulaire de l'accueil. Pourquoi t'es tombée malade ?
Qu'est-ce que tu as à dire? Pourquoi tu tousses? Tiens, c'est marrant, c'est la gorge qui serre. Pour moi, c'est le 5e chakra, c'est le chakra de la communication. Donc, qu'est-ce que tu ne veux pas entendre? Qu'est-ce que tu ne veux pas dire? Alors, c'est sûr, c'est beaucoup plus pénible que juste de prendre un sirop. Oui, bien sûr. Mais c'est pour moi beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Écoute, pour la première fois de ma vie, je ne fais pas de planification. J'ai toujours fonctionné avec des to-do list très fournies, très chargées, avec des projets dans tous les sens. Et là, je laisse venir à moi ce qui vient. C'est très étrange, en fait, comme comportement, parce que c'est très nouveau. Et c'est pour ça que je te disais que je change beaucoup. C'est que c'est vraiment l'inverse de tout ce que j'ai toujours fait. Et en fait, ce qui est assez merveilleux, c'est que quand tu accueilles l'inattendu comme ça, que tu as les bras ouverts pour voir ce qui va se passer, tu es très intuitive, tu deviens très intuitive et tu finis par te dire tiens, c'est marrant, pourquoi j'ai envie de voir cette personne-là aujourd'hui, maintenant? Je vais suivre mon instinct et cette personne-là t'amène à quelque chose, puis encore un autre truc, et puis d'un seul coup, tu comprends à la fin de la journée pourquoi il fallait s'en remettre uniquement à l'univers et à ce qui était prévu pour toi, quoi. Donc, je fonctionne à l'intuition. J'ai plein de projets quand même, malgré tout, de choses que j'ai envie de faire. Voilà, je peux pas te dire où je serai la semaine prochaine. Par exemple, avant, j'avais tout le temps des voyages de presse, tu vois, ou des voyages prévus à très long terme. Je peux plus faire ça, là. Pour le moment, en tout cas. J'ai tellement de choses à intégrer déjà au quotidien parce que pratiquer 1 à 2 heures de Kundalini Yoga chaque matin dans ma salle de bain, dans le cadre de l'enseignement, parce que j'ai commencé à enseigner, mais du coup, ma formation, elle n'est pas terminée, elle continue, tu vois. Oui, je veux bien sûr. dire, en plus, je vais m'inscrire pour faire le niveau suivant, en fait. L'année prochaine, en 2019. Donc, tout ça, il y a beaucoup d'intégration. En fait, tu as besoin de temps pour maturer, pour mijoter tout ce que tu as déjà changé et tout ce qui est en train d'opérer en toi. Donc, non, écoute, je me souhaite en tout cas de continuer à être dans l'ouverture de mon propre cœur, parce que c'est là qu'est la clé, en fait. Il n'y a rien d'autre qui compte. Si tu te fies à ça, en fait, ça vibre tellement fort que ça embarque tout ce qui est bon pour toi. Et là, d'un seul coup, l'abondance arrive, quoi. Merci beaucoup, Lily. Merci. Ton curcuma. Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.